Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Euraseo? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Demande spéciale d'un abonné top premium. Donc, ici, Euraseo, c'est une compagnie financière du secteur financier, service financier. Mais quand on regarde précisément ici, c'est du private equity. OK? Donc, si c'est le cas, ce genre d'entité, c'est très, très difficile à analyser quantitativement. En fait, ces outils ne sont pas adaptés. En réalité, même pour les analyser, il faut lire les rapports financiers directement. Ça ne sert à rien de venir regarder tout ça. OK? Parce qu'ici, elle fait essentiellement de l'argent en investissant dans d'autres entités, en les rachetant complètement, en les développant. Enfin, quand je dis en les développant, on va le dire comme ça, en participant à leur croissance. OK? Et à la fin, qu'est-ce qu'elle va faire? Soit elle va revendre l'entité à un autre private equity, ou bien elle va l'introduire en bourse. Au fil du temps, ici, quand elle gère l'entreprise, les bénéfices nets, elle se rémunère en prenant une commission. D'accord? Donc, quand vous allez regarder ce type d'entreprise, il faut questionner la qualité des investissements ici. OK? L'historique est important parce que chaque private equity a son cœur de métier ici. Il y en a certaines qui sont fortes ici, qui sont uniquement spécialisées dans tout ce qui concerne les nouvelles technologies, ce genre de choses-là. Bref, il faut déjà voir. Le management également est déterminant. Oui. C'est lui qui donne à peu près la direction à suivre. Et si on a un manager ici qui a tendance à faire de mauvaises acquisitions à des prix exagérément élevés, c'est pas bon. OK? Donc, identifier également les précédents succès et identifier à peu près la valeur du portefeuille. Et malheureusement, la valeur du portefeuille, c'est parfois très subjectif. D'accord? Je ne sais pas, c'est généralement une métrique que l'entreprise va elle-même vous donner, tout en vous mentionnant qu'on a eu affaire ici à un spécialiste tiers ici pour nous donner à peu près la valeur de nos investissements. Mais sachez que ces investissements-là peuvent changer. D'accord? Si elle était investie dans WeWork, par exemple, il y a 3 ou 4 ans, WeWork avait une valeur très élevée. Pourtant, aujourd'hui, c'est zéro. OK? Donc, c'est le type d'entreprise qu'il faut... Voilà, il ne faut même pas essayer de l'analyser avec les éléments quantitatifs. Moi, je vais le faire, mais je vous recommande de ne pas le faire. OK? Et quand je vais le faire même, ça va être très, très rapide. Parce qu'ici, essentiellement, on va regarder le revenu. OK? Stabilité des revenus. Ça va avoir tendance à fluctuer. Parce que le revenu en lui-même, ce n'est pas le revenu de l'entreprise. Hein. C'est le revenu des entreprises qu'elle gère. Ou bien des entreprises dans son portefeuille. D'accord? Ensuite, on va regarder ici la marge brute. Bon, je ne m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel non plus. Mais on a une marge de bus de près de 90%, mais qui fluctue également. Donc, ensuite, on va regarder ici le bénéfice net. Bénéfice net, ici, ce sont les commissions qu'elle va avoir tendance à récupérer sur ces différentes entreprises qu'elle gère. OK? Donc, regardez plutôt la stabilité de ces commissions-là. La marge moyenne. Aujourd'hui, on gagne beaucoup d'argent. Peut-être parce qu'on a vendu un segment d'activité. D'accord? Mais quand vous regardez l'historique, ici, ce n'est pas très beau à voir. OK? Ensuite, on va regarder le nombre d'actions. Est-ce qu'il évolue ou il diminue? Il diminue. Ils rachètent massivement leurs actions. C'est une bonne chose. OK? Le free cash flow, ça ne sert pas grand-chose ici. OK? La dette nette en termes de volume, important à aller regarder. La dette ici, la dette nette en termes de volume, on a à peu près 500 millions de dettes nettes en termes de volume. J'aime bien ça. Donc, ça dit que c'est un genre de business qui doit avoir tendance à ne pas avoir une dette élevée. OK? Je dirais même pas de dette du tout. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ici la dette nette sur EBITDA. Ça ne sert à rien de regarder ça, ça sera presque à zéro. OK? Donc, pour l'évaluer ici, qu'est-ce qu'on va faire? Vu les datas qu'on a, on a le revenu, OK? On a l'EBITDA qui a tendance à être positif. Pourquoi pas utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA, même si le revenu n'a rien à y voir dans la valeur d'entreprise. Mais on va prendre la valeur d'entreprise sur EBITDA parce que pour moi, l'EBITDA est plus stable. OK? Regardez ceci. Alors, quand je prends l'EBITDA ici, je le mets comme ça. Vous voyez que comment on appelle ça? L'histoire est différente par rapport au bénéfice net. Quand je prends une moyenne ici, sur les 20 dernières années, c'est à peu près 1 milliard d'EBITDA. Sur les 10 dernières années, on est à peu près à 1 milliard 160. Sur les 5 dernières années, 1 milliard 440. Donc, pourquoi les 5 dernières années, on gagne beaucoup d'argent? La question que je devrais me poser. Donc, si j'investis sur Euraseo, franchement, tout ce qui se passe aujourd'hui, tant mieux. Je ne veux pas avoir tendance à surpayer. Je veux d'abord au moins qu'on reste au niveau de la moyenne. La moyenne, pour moi, c'est aux alentours de 1 milliard. Et si on a 1 milliard déjà, c'est très bien. OK?
C'est ça qui m'intéresse. Si on a plus que ça, tant mieux. OK? Si on a plus que ça, tant mieux. Donc, je prendrai mon 1 milliard tranquillement. Combien de fois les bénéfices je vais payer pour cette compagnie? Combien de fois le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA ici? Combien de fois je vais avoir tendance à payer? Je vais me fier à l'historique même de cette compagnie. D'accord? Ça donne ceci. Le marché à peu près, voilà, l'entreprise échange à 10 fois les EBITDA en moyenne. OK? 10,7 fois si vous voulez, mais voilà, je prendrai 10 fois les EBITDA ici. OK? Donc, ici, on rapporte à peu près 1 milliard en termes d'EBITDA. À 10 fois les EBITDA ici, ça donne à peu près 10 milliards. Moins la dette nette, on n'a presque pas de dette nette. Divisé par le nombre d'actions, on va se retrouver avec un prix très, très élevé. Le nombre d'actions ici est à peu près à 73,31. Divisé ici par 60, je vais mettre 74 pour faire simple. Hein. Ça donne un prix à 135 euros. Donc, elle est très sous-évaluée. N'est-ce pas? Vous aimez ça, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire une chose. Faut savoir que, comme je l'ai dit, l'EBITDA ici ne provient pas de l'entité en elle-même. Ça, généralement, ici, ce sont les business dans lesquels elle investit. Donc, c'est vraiment parfois un mix des deux. Donc, il faut faire très attention à cette métrique-là. Oui, le marché paye 10 fois les bénéfices, mais quand on a bien regardé ici, l'EBITDA en question, est-ce que le prix a baissé? Le prix n'a pas baissé. OK? Donc, quand on dit prix, la capitalisation boursière n'a pas tendance à baisser, elle est plutôt stable. OK? Qu'est-ce qui influence la valeur d'entreprise? C'est la capitalisation boursière et la dette nette. OK? Est-ce que le niveau d'endettement a baissé? Lui, il a eu tendance à baisser. Et ça, c'est une bonne chose. Ça a une influence positive ici. Donc, on voit ici que si l'entreprise se négocie à la moyenne de ce qu'elle a tendance ici ce que le marché a tendance à payer ici, le prix actuel devrait au moins doubler. OK? Donc, si elle est donc sous-évaluée, qu'est-ce que l'entreprise fait donc pour montrer au marché que, pour profiter de cette sous-évaluation-là, est-ce qu'elle rachète des actions? Oui, elle le fait. D'accord? Mais voilà, sur les 3 dernières années à peu près, ce n'est pas ça qu'on a fait. D'accord? Donc, il faudrait aller vérifier. Est-ce qu'elle a l'intention de continuer à racheter ses actions? Parce que c'est le moment de le faire là. OK? Le dividende qu'elle verse ici, déjà, je vais vérifier. Est-ce qu'il a tendance à être stable? Comme un dividende paye ici. On regarde ça. Voilà, ça dépend vraiment de leur humeur. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le dividende en question a tendance ici à être, à fluctuer. Je pense il distribue généralement aux alentours ici de 70 millions, de 75 millions par là. Donc, si moi je l'achète, c'est en tête, c'est avec comme dividende 75 millions globalement par rapport à la capitalisation boursière actuelle. On est à peu près aux alentours de 1,77% et non 3,89%. Moi, je commence déjà à anticiper. Parce que je vois ici que ce n'est pas un business qui aura tendance à payer des dividendes stables et croissants dans le temps. Aujourd'hui, je pense peut-être que c'est une période exceptionnelle, elle gagne beaucoup d'argent. Peut-être, elle gagne beaucoup d'argent ici. Donc, je vais juste revérifier ça à nouveau. Oui, elle gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Juste en date d'aujourd'hui, c'est près de 2 milliards 490. C'est plus du double, c'est plus de la moitié de la capitalisation boursière actuelle. OK? Maintenant, en termes de bénéfices nets, net income prévu, net income. Normalize net income. Le net income prévu, on va mettre ça ici. Disons en N+2, on s'attend à 538 millions. Donc, si on revient à 538 millions ici, en le prenant même à 15 fois les bénéfices par là, s'il me semble qu'il y a de grandes chances qu'on puisse échanger à ce niveau-là. Voilà, ça reste aux alentours des 7 milliards 500. Même à 10 fois les bénéfices, ça reste aux alentours de 5 milliards 380. Donc, ce qui présente ici une légère sous-évaluation. OK? Donc, on ne surpaye pas au prix actuel. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on va l'acheter cette compagnie maintenant. Il faut questionner la qualité du portfolio d'investissement ici. Donc, quand on va prendre du Eurasio en question, la compagnie en question investit dans quel genre de business aujourd'hui? Quelle est leur stratégie? Quand est-ce qu'ils prévoient sortir? Comme on le voit ici, quand je prends Private Equity, 23 millions investis, donc Asset Under Management. Ils prennent également des commissions sur cet argent investi. D'accord? Donc faites attention.
faut également prendre ça en considération. Parfois, il donne à peu près le nom des entreprises qui détiennent ici. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc, Jizu, Q-Mixer, Axel Arigato, je ne sais pas c'est quoi ces affaires. Qu'est-ce qu'on va? On va voir tout le portefeuille. Ça, c'est juste une partie du portefeuille. Hein. Donc, voilà à peu près les entités qu'elle détient ici. OK, Altaïr, Eden Solar, Vestiaire Collective, quoi d'autre? Orolia, C2S, Osmodi. C'est bien de regarder ça, n'est-ce pas? Mais il faut également voir les, les, les précédentes entreprises qu'elle a détenues. Quel est le rendement qu'elle obtient généralement par rapport à ces investissements-là? OK? Si elle achète une entreprise aujourd'hui et qu'elle la revend plus tard, alors qu'elle la revend plus tard au même prix ou bien à perte, ça ne sert strictement à rien du tout. OK? Donc, moi, je vous dirais, c'est le type d'entreprise que moi, j'évite, littéralement. Parce que ça me prendrait trop de temps pour l'analyser. Et franchement, même si elle est sous-évaluée, je peux faire passer autre chose. OK? Parce qu'ici, je pense que le management, comme dans toutes les compagnies financières, c'est le management qui détermine tout. D'accord? Si j'ai un manager à la Warren Buffett en qui j'ai entièrement confiance, OK. Mais s'il faut uniquement regarder les bénéfices nets actuels, etc., on aura tendance à prendre de mauvaises décisions. En tout cas, à vous de voir si cette compagnie vous intéresse. Mais comme je l'ai dit, si c'est le cas, passez du temps dans les bilans. C'est là-bas que ça se passe. Ici, les agrégateurs, on a essayé de faire, je vous dirais que mon degré de confiance par rapport à cette analyse est inférieur à 50%. OK? De toutes les façons, mon degré de confiance par rapport à une analyse est généralement aux alentours de 50% ici, parce que ça reste des chiffres. OK? L'autre 50%, il faut lire les rapports financiers. Mais quand on est déjà en dessous de 50%, voilà. Vous pouvez voir ici qu'on reste très prudent. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. En lien dans la description de cette vidéo, vous avez la top newsletter où on partage généralement des analyses sectorielles. Si ça vous intéresse, passez nous voir. Merci.